Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Nicolas Pascucci, coach sportif en Belgique. Il nous explique en détail son parcours à la fois de coach et également d'entrepreneur qui va l'amener à développer un équipement fitness pendant le confinement, la Truss Box. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Nicolas. Pourquoi les coachs sportifs se plantent quand ils démarrent leur carrière? Comment on développe de A à Z un équipement de fitness en partant de zéro? Comment vendre un produit? Comment utiliser les sites de crowdfunding? Le mindset à avoir pour avancer et se relever et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Nicolas Pascucci. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Nicolas Pascucci. Salut Nico. Salut Andy. Juste avant de rentrer un petit peu dans ton cerveau, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais? Oui, tout à fait. Donc voilà, moi c'est Nicolas Pascucci, j'ai 33 ans aujourd'hui. Je vis en Belgique, donc pas très loin de Bruxelles. Et donc aujourd'hui, je suis coach sportif et entrepreneur. Donc voilà, j'ai une expérience de 10 ans là-dedans. Et voilà. Ok, très bien. Donc moi, j'aime bien fouiller, j'aime bien retourner à l'essence même. Déjà, avant de devenir personal trainer, tu avais une autre activité ou tu as démarré par le personal training? Non, donc j'ai directement démarré par le personal training. Donc, à savoir que moi j'ai fait un master en éducation physique, donc à Bruxelles, donc 5 années. Après ça, donc j'ai terminé ça en Comment tu es arrivé du coup pour toi, le sport, la voie du sport, c'était tout tracé ou c'est Ouais, un... alors bonne question. Donc évidemment, quand on a 16, 17 ans, on réfléchit un petit peu à l'avenir. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. C'était une question assez compliquée pour moi à cette époque-là. Évidemment, le cours que je préférais à l'école, c'était le cours d'éducation physique. J'ai toujours aimé le sport. Moi, je fais du football depuis que j'ai 6 ans. J'ai toujours fait ça. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer éducation physique. Le sport, c'est quelque chose que j'adore, que j'apprécie beaucoup. Donc pourquoi pas essayer éducation physique. J'avais un ami à l'époque qui s'était inscrit à l'université, donc à Bruxelles. Et je me suis dit, tiens, voilà, essayons. Et donc je me suis lancé à l'université en éducation physique. C'était assez compliqué les débuts, puisque le Est-ce que niveau... c'est comme en France au niveau du cursus? Du coup, est-ce que ça vous amène pour être prof dans les écoles ou... Enfin, aujourd'hui, nous, la voie, c'est oui, le CAPEP pour devenir ouais. prof de PS, mais après, tu peux bifurquer sur personal trainer ou autre. Vous, c'est exactement la même chose au niveau du cursus? Alors, à l'université, ici, tu as 3 options. Donc, tu choisis. Soit tu t'orientes vers l'enseignement, Hmm. soit tu t'orientes vers le personal training et la préparation physique et la santé, ou soit tu t'orientes vers l'entraînement, c'est-à-dire tu te spécialises dans un sport. Ah, Donc, ok. par exemple, voilà, Plus la prépa physique, du coup. Hein. voilà, c'est prépa physique, mais c'est aussi entraîneur. Donc, tu passes Ah aussi oui. tes brevets d'entraîneur, etc. Ok. Donc, tu te spécialises vraiment dans un seul sport. Et donc, moi, j'ai choisi moi, le fitness et la préparation physique. C'est ce que je préférais le plus. J'avais fait des stages au début dans l'enseignement, mais ce n'est pas ce que je préférais. Et donc, je me suis orienté là-dedans. Bon, après, quand tu as terminé l'université, tu peux toujours passer ce qu'on appelle l'agrégation pour être professeur d'éducation physique et faire du coaching et en même temps être professeur, quoi. Oui, ok, très bien. Ok, ok. Et donc, tu disais que les débuts étaient difficiles. Pour quelles raisons? C'est quoi les difficultés? Alors, disons que le niveau en termes pratiques sportives, surtout dans 3 sports, la gymnastique, l'athlétisme et la natation, était assez élevé. Et
enfin, quand j'étais jeune, à l'école, on n'avait pas beaucoup de cours de gymnastique pure. Natation, c'était pas très poussé. Et athlétisme, c'était vraiment les bases. Donc, je suis arrivé à l'université avec un niveau dans ces trois sports-là qui n'était pas incroyable. Moi, j'étais bon dans les sports ballon, hein, les sports d'équipe, le football, le handball, etc. Ça allait. Mais les trois sports les plus importants, en tout cas à l'université, c'était ces trois sports-là. Donc, c'était assez compliqué pour moi d'atteindre les minima. Et ensuite, évidemment, il y a les cours théoriques qui étaient très poussés aussi au niveau scientifique. Hein, donc, tous les cours de physique, bio, chimie et anatomie, pardon, Mhm. très difficiles aussi, très poussés. Donc, ma première année, j'ai raté. Et voilà, je me suis posé la question, est-ce que c'est ça que je fais? Est-ce que j'aime bien? Etc. J'adorais vraiment. Je me suis dit, bah, tiens, voilà, je vais persévérer, je vais continuer. Et donc, j'ai refait une deuxième fois ma première. Bon, en Là, sachant que j'ai c'est quand même très éloigné. Enfin, gymnastique, natation, athlé, il y a des similitudes qui peuvent se servir dans ton job, mais c'est vrai que je pense que les premières années, ça ne correspond pas vraiment au métier, donc il faut vraiment s'accrocher pour essayer d'entrevoir, entre guillemets, le métier, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, surtout que bon, il demandait quand même des performances vraiment assez élevées, en tout cas pour des personnes qui n'avaient jamais fait ce sport-là auparavant. En plus des cotations techniques et voilà. Mais c'était loin d'être vraiment pédagogique pour être un bon professeur d'éducation physique. Ok, C'est un petit peu je trouve l'inconvénient, en tout cas à l'université où j'étais, c'était un peu trop poussé en termes de performance et de technique. ok. Et donc, du coup, voilà, la deuxième année est mieux, tu rentres dans le processus, tu termines tes études, C'est et ça. du coup, qu'est-ce qui se passe après? Alors, qu'est-ce qui se passe après? Juste après mes études, j'ai fait un break. Je suis parti, j'ai voyagé pendant un peu moins d'un an. Ok. Voilà, j'ai eu cette opportunité-là avec des amis. Donc, je me suis dit, voilà, c'est le moment de le faire. Donc, je suis parti. Et qu'est-ce Et que qu'est-ce que ça t'a permis? Quels enseignements tu en tires justement le fait d'avoir voyagé? Alors, beaucoup de choses, énormément. C'est une de mes meilleures expériences de vie, vraiment. Je suis parti à l'autre bout du monde. Là, je suis parti en Nouvelle-Zélande, sans parler l'anglais non plus. Donc, je suis parti là-bas aussi pour le pratiquer et voilà, pour pouvoir le parler. Et puis c'est tout, hein. Donc tu es livré à toi-même, même si j'étais avec des amis. Tu dois tout faire toi-même, tu es autonome à 100%, tu dois te débrouiller. Donc ça te permet de vraiment d'avoir cette autonomie et indépendance qui sont nécessaires à la vie active. Ça te permet de rencontrer aussi des personnes des quatre coins du monde. Et donc, voilà, tu rencontres des personnes qui sont différentes, avec des cultures différentes. C'est très enrichissant au niveau humain, au niveau social. J'ai également travaillé, hein, donc j'ai pas fait que voyager, j'ai travaillé, donc j'ai fait des jobs qui sont pas très super enrichissants, hein, donc je cueillis des fruits, ce genre de choses. Donc ça t'apprend aussi un petit peu, voilà, les bases là du travail et des jobs qui sont pas très enrichissants. Donc voilà, donc c'était une super expérience, j'ai vraiment adoré. Après, je Un suis break de revenu. combien de temps? J'ai fait ça 8 mois au total, Ok. 8 mois, voilà. Après, à un moment donné, tu en as un peu marre aussi de travailler dans les fruits, tu as envie de faire aussi ce que tu aimes. J'avais envie de travailler dans le sport, dans la santé. Et donc, à un moment donné, bah, c'est toujours bien de revenir. Et je suis revenu donc en 2013. Et c'est là que j'ai commencé ma vie active, quoi. Ouais, t'as pas eu d'opportunité pour, je sais pas, pour travailler dans des clubs ou des choses comme ça. Enfin, c'était trop Là-bas compliqué. sur place? Ah, ouais, à l'étranger. Non, pas du tout, mais c'était pas vraiment de mon optique, hein. Donc, comme je te l'ai dit, déjà, j'arrive sans vraiment parler l'anglais, donc assez compliqué. Et puis voilà, c'était aussi pour avoir d'autres expériences. Donc, c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir comment ils travaillent là-bas, comment ils font en salle de fitness, en prépa physique. Ça aurait été très intéressant, mais je n'étais pas dans cette optique-là. Et voilà, j'ai pas eu cette opportunité non plus. Ok, ok, ok. Donc tu reviens et là, comment tu t'y prends alors? C'est quoi le cheminement? Alors là, je suis arrivé, donc j'étais en 2013, été 2013. Et donc, je me suis posé la question, me dire, tiens, est-ce que je me lance à 100% en tant qu'indépendant, donc entrepreneur, ou alors est-ce que je fais mon agrégation pour être professeur d'éducation physique à mi-temps et d'avoir cette sécurité? Donc, mon père a toujours été indépendant, entrepreneur, et il connaît les risques, il connaît les difficultés. Et donc, il m'a dit, tiens, professeur d'éducation physique, c'est pas mal, tu gagnes bien ta vie, tu as cette sécurité-là. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer? Et donc, je me suis inscrit donc, à l'université pour passer mon agrégation.
Et j'ai eu directement une opportunité de remplacement dans une école, voilà, dans une école correcte, avec des élèves corrects. Et le premier jour, je me suis rendu compte directement que ce n'était vraiment pas ça que je voulais faire. Alors, je suis quelqu'un qui a eu des difficultés à savoir ce que je voulais faire, mais par contre, ça va assez vite dans ce que je ne veux pas faire, tu vois. Ok. Et donc, le premier jour, voilà, j'ai vu directement que l'enseignement, ce n'était pas fait pour moi. J'ai une Pourquoi? personnalité qui n'est pas vraiment compatible avec des enfants ou des ados non plus. Et puis, je pense que c'est comme ça aussi en France, mais en Belgique, ce n'est pas un métier qui est vraiment reconnu. Il n'est pas vraiment reconnu ni par les élèves, ni par les parents, ni par les enseignants, et ni par les directeurs d'école, etc. Et donc ça m'embêtait vraiment. Ça m'embêtait vraiment, et voilà, je voulais pas rester là-dedans, quoi. Ok. Et donc, le soir même, voilà, j'ai annoncé à mes parents que j'arrêtais et que j'allais me lancer en tant qu'indépendant à temps plein. Et le lendemain, j'ai annoncé au directeur de l'école que j'arrêtais aussi. J'ai encore fait 2 jours pour rendre service et puis je suis parti. Ah oui, donc tu as fait, ça a été quoi, une semaine, Ah oui, quoi? ah oui, oui. Oui, voilà, mais comme je te dis, moi, je sais très bien, ça ne servait à rien de faire un mois. Je savais très bien que je n'allais pas aimer. Ok. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai pas fait 5 ans d'études pour faire un job finalement que je vais pas apprécier. Moi, je Ok. veux faire un métier que j'aime. Je veux me lever le matin en étant content et voilà. Ok. Et donc, je me suis dit, ça sert à rien de forcer non plus. Est-ce que le fait de voir bah, ton papa être indépendant, est-ce que aussi ça te rassure peut-être aussi sur, même si on sait qu'il y a des hauts, des bas, des difficultés, c'est quand même peut-être une force, non? Parce que moi, dans mon entourage, j'ai jamais eu de personnes, à part un oncle qui était un peu dans l'entrepreneuriat. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a permis, toi, est-ce que c'est depuis tout petit, c'est des valeurs que tes parents t'ont transmis par rapport à ça, ou c'était quoi ton avis par rapport à ça? C'était quelque chose, tu voulais être indépendant, toi, ou le mode salarié te posait pas de problème? En fait, je l'ai su assez tard. Et disons que pendant mon enfance, j'ai pas ressenti non plus du côté de l'éducation qu'il fallait être indépendant, etc. Que c'était important. C'est vraiment arrivé tardivement. Et donc, évidemment, au début, l'aide de mon père a été très précieuse, hein, puisque quand on se lance comme ça, ben, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Malheureusement, à l'université, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est-à-dire savoir gérer son argent, la comptabilité, la gestion, tout ça. Donc, mon père m'a beaucoup aidé là-dedans. Et du coup, c'était un peu une sécurité pour moi. Je me suis dit, voilà, je vais me lancer là-dedans, mais je ne serai pas seul. Il va pouvoir m'aider. Et donc, clairement, ça a été une aide assez précieuse les premières années avec lui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais du coup à des personnes, ouais, qui n'ont pas cette culture? On l'a pratiquement pas, pratiquement pas dans nos formations, en tout cas de base. Qu'est-ce qu'il faut faire attention pour se lancer du coup? Quels sont les enseignements que tu as prodigués Déjà, je pense que bah, tout le monde n'est pas fait pour ça non plus, et tant mieux, hein, d'ailleurs, il faut de tout. Donc déjà, il faut savoir ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à faire, les risques qu'on est prêt à prendre également. Donc à partir du moment où on sent qu'on a cette fibre un peu entrepreneuriale et indépendante, eh bien, il faut se former. Il faut aussi côtoyer des personnes qui le sont dans différents domaines, apprendre de leurs échecs aussi, avoir des conseils et ensuite pratiquer. Donc, passer à l'action. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même la chance avec Internet de pouvoir se former à tout point de vue, de tous les côtés. Il y a des livres aussi qui traitent de ce sujet-là. Et donc voilà, il faut passer à l'action et il faut s'aider de personnes de son entourage pour avancer. Ok. Donc, une fois que tu as arrêté du coup ton job, tu t'es lancé directement et tu t'y es pris comment? Quelles ont été les premières actions? Oui, c'est ça. Donc voilà, je me suis lancé directement en tant qu'indépendant. J'ai eu mon numéro voilà, de TVA. Et donc, j'ai commencé à prospecter. Alors, j'avais des contacts en tant que stagiaire à l'université dans le tennis. Donc, j'ai eu directement un petit job en tant que préparateur physique dans c'est un peu la fédération francophone, si tu veux, du tennis en Belgique. Donc, je m'occupais des tout jeunes joueurs de tennis dans la fédération là. Donc, j'ai eu quelques heures en préparation physique directement. Et puis, j'ai commencé à prospecter pour avoir des clients en personal training. Donc, ça, ce que j'ai fait, bah, premièrement, j'en ai parlé autour de moi, à mes amis, à mon entourage, etc. J'ai commencé à créer un site internet. J'ai fait des flyers, des cartes de visite. Donc, j'essaie d'en déposer à gauche, à droite au maximum pour avoir mes premiers clients.
Et j'ai travaillé dans des salles de fitness. Donc pareil, avec mes contacts que j'avais eus à l'université à Bruxelles, j'ai eu rapidement des jobs en tant que moniteur de salle de fitness. Bon, malheureusement, c'était à Bruxelles. Alors, pour mettre un petit peu dans le contexte, mes parents habitent à 60 km plus ou moins au sud de Bruxelles. Donc, je vivais chez mes parents. Et, et donc, je travaillais de temps en temps sur Bruxelles dans ces salles de fitness. Donc, avec la préparation physique, la salle de fitness et 2-3 clients, ça commençait à avoir une petite rentrée d'argent, voilà, une petite sécurité. Sachant qu'évidemment, je n'avais pas de loyer derrière, je ne payais pas ma nourriture. Donc, voilà, c'était satisfaisant. Ok. Et les débuts pour toi, c'était comment alors? Ça a été facile? Ça a été des moments de doute? C'était comment? Non, assez compliqué, mais c'était de ma faute. Donc, en gros, à part ces jobs-là, en tant que personal trainer, j'ai pas eu beaucoup de clients. J'ai assez galéré. Mais pourquoi? Parce que je ne faisais pas assez, tout simplement. Je ne passais pas à l'action. Je ne sortais pas assez de chez moi non plus. Je ne mettais pas les bonnes choses en pratique. Pourquoi? À mon avis aussi, parce que j'avais cette sécurité derrière, en étant chez les parents, etc. Je n'avais pas de loyer. Et donc, je me suis dit, bah, ça viendra quand ça viendra. Et donc, ça a duré, ça a duré. Et donc, de 2013 à, je pense, c'était 2 ans et demi, donc fin 2015, j'avais pas un temps plein. Donc, j'avais une rentrée d'argent suffisante, mais pas assez que si je voulais avoir mon appartement, si je voulais payer ma bouffe, etc. Mais c'était ma faute parce que je mettais pas les choses, je mettais pas d'action en place. Alors, Et donc, si tu devais recommencer, du coup, là, avec ce que tu sais maintenant, comment tu t'y prendrais là, aujourd'hui? Ah ben, au lieu de rester chez moi, les bras croisés, à attendre qu'un client appelle, je sortirais de chez moi. J'irais dans les rues avec mes flyers, déposer mes flyers dans les boîtes aux lettres. J'irais dans plusieurs salles de fitness pour essayer d'avoir un job et d'avoir des clients. Je participerai à des événements aussi, d'entrepreneurs, etc. Je posterai beaucoup plus sur les réseaux sociaux, donc des publications pour essayer de me faire connaître également. Voilà, je mettrai tout ça en place, beaucoup plus que ce que je faisais à l'époque. Ok. Et qu'est-ce qui a été le déclic du coup? Alors en fait, comme je te dis, avec le réseau que j'avais à Bruxelles, grâce à mes études, j'avais beaucoup d'opportunités sur Bruxelles. Mais des opportunités, évidemment, c'était 1 heure par-ci, 2 heures par-là, etc. Et donc faire le trajet à chaque fois, c'était pas rentable. Du coup, pendant ces premières années, j'ai dû refuser pas mal d'opportunités. Et à un moment donné, donc en fin 2015-2016, je me suis posé la question de me dire, tiens, est-ce que ce serait peut-être pas intéressant de déménager, de partir sur Bruxelles, là où j'ai tous mes réseaux, où je connais beaucoup de personnes dans ce domaine-là du fitness, et me dire, tiens, je prends un appartement, je paye mon loyer, je paye ma nourriture. Et donc là, je n'aurais pas d'autre choix que de me bouger et de trouver des clients. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait en 2016, je suis parti. Donc l'idée, c'était de te mettre en danger pour dire à ton subconscient, il faut que je me bouge parce que maintenant, j'ai plus le choix, quoi. C'est un peu ça? Voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, c'était pour 2 raisons. Un, me mettre en danger et me dire j'ai plus le choix. Et 2, parce que j'avais mon réseau sur Bruxelles et que j'avais beaucoup plus d'opportunités en fait que dans la région où j'étais chez mes parents. Et donc là, à partir du moment où j'ai déménagé sur Bruxelles, ça a été beaucoup plus vite. Là, je me suis bougé. Voilà, quand j'avais des heures de livre, j'allais déposer des flyers. J'allais à gauche, à droite. J'allais voilà, me faire parler de moi. Je participais aussi à des événements. Et là, ça a été beaucoup plus vite et ça a été beaucoup plus fructueux en termes de prospection et j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Est-ce que tu as changé à ce moment-là aussi je sais pas, de business model ou de type de client que tu voulais avoir, de type d'offre ou pas forcément? Tu es resté sur le même modèle? Alors, j'ai augmenté mes tarifs aussi parce qu'à Bruxelles, sud de Bruxelles principalement, enfin, la qualité de vie est supérieure d'où j'étais avant. Les personnes ont plus d'argent. Donc, j'ai augmenté mes tarifs également. Mais pour le reste, business model, ça, j'ai rien changé. C'est juste ma prospection qui a changé, surtout mon mindset. J'ai commencé également, au lieu de regarder des bêtises à la télé, de passer mes soirées à lire des livres sur le développement personnel de manière générale. Et ça j'ai vraiment eu un déclic à ce niveau-là. Et je me suis dit, voilà, maintenant, j'avais à l'époque 26 ans. Il est temps, il est temps d'avancer, il est temps de gagner sa vie et il est temps de me bouger, quoi. C'est quoi je le pose souvent à la fin, mais là, tu me tends une perche, donc je vais
C'est quoi les livres, du coup, qui t'ont inspiré en développement personnel, qui t'ont fait des déclics? Les premiers livres, c'est les livres classiques que tu as déjà entendu parler, c'est-à-dire Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Ensuite, il y a le livre de, comment il s'appelle, Réfléchissez et devenez riche. Napoleon Hill, ouais. Ouais, Napoleon Hill, exactement. Il y a un autre dont le titre est un peu racoleur, mais il est très intéressant, c'est L'autoroute du millionnaire. Mhm. Voilà. Des Marco, ouais, je crois. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est quelqu'un qui mâche pas ses mots, qui est très honnête, et moi j'ai beaucoup aimé ça. Et il donne beaucoup d'exemples de ce qui est intéressant à faire et de ce qui ne l'est pas. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc Ok. en lisant ces quelques livres-là, j'ai vraiment eu ce déclic. Excellent, excellent. Pour ceux qui nous écoutent et du coup, voilà, qui veulent, entre guillemets, commencer à lire quelques livres, ouais, assez. Bon, ils sont souvent cités, mais c'est vrai que bon, ce sont des. La base. Il y a des fois, tu te dis oui, c'est vrai, mais ça fait du bien en fait tu vois, de les entendre d'une autre façon ou d'une autre manière, quoi. Ouais, voilà. Après, j'ai un avis aussi sur les livres de développement personnel. Pour moi, ça ne sert à rien non plus d'en lire 20. D'accord? On en lit 2, 3, 4, 5 peut-être. Mais si après on ne passe pas à l'action, ben, ça ne sert à rien. Donc voilà, arrêtez-vous à ces quelques livres-là. Une fois que vous avez le bon mindset, ben, passez à l'action. Et lisez peut-être d'autres livres qui vont vous faire passer à l'action. Mhm. Exactement. Donc du coup, la suite? Donc la suite, ben, pendant quelques années, donc j'ai développé principalement le personal training. J'ai aussi des postes dans la préparation physique, principalement dans le hockey. Hein. Vous savez que le hockey en Belgique est un sport assez développé. Hein. Ils sont assez bons. Donc il y a pas mal d'opportunités, surtout à Bruxelles et en Flandre. Donc j'ai travaillé dans le hockey, toujours dans le tennis à la fédération. Et ma clientèle en personal training a augmenté progressivement. Et sur ton business de personal training, c'était quoi comme modèle du coup? C'était essentiellement quoi? C'était du domicile? C'était dans des clubs? Qu'est-ce que tu vendais? À qui? C'était un peu de tout. C'était en club, à domicile et en extérieur aussi. Donc, je faisais du coaching running. Ok. Un modèle assez classique. Hein, donc, je demandais à l'époque 50 euros de l'heure. Et voilà. Et au fur et à mesure que j'avais des clients, j'essayais de les mettre de plus en plus en salle de fitness, puisque voilà, ça permet aussi de ne pas faire les trajets. À Bruxelles, il y a la circulation, le trafic, etc. C'est pas très gai. Donc, le fait de pouvoir enchaîner les clients en salle de fitness, ben, c'est ce que je préférais. Et donc, je Ok. poussais de plus en plus les clients à venir en salle de fitness. Donc, voilà, j'avais de moins en moins de domicile et de plus en plus de coaching en salle. Excellent. Ce que j'ai fait par la suite aussi, euh, pour essayer d'augmenter aussi un petit peu mon réseau, c'est que j'ai travaillé dans une autre salle de fitness qui n'est pas sur Bruxelles, mais qui est à côté, pas très, très loin. Et c'était une salle pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec des kinés, des ostéos, des médecins. Ça, c'est toujours ce que j'ai voulu faire aussi, parce que ça m'a permis aussi de côtoyer ces personnes-là et d'apprendre d'autres choses. Mhm. Je trouve ça très intéressant pour un coach sportif de collaborer avec ces autres acteurs de la santé, du bien-être. On apprend plein de choses et c'est très, très enrichissant. Et donc, voilà, j'ai travaillé sur ces deux salles-là. Et ça m'a permis d'avoir une bonne clientèle par la suite. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est du coup, comment justement connecter avec des professionnels de santé? Parce que généralement, les professionnels de santé, ils nous prennent un peu pour des rigolos et un peu des charlatans. Comment on peut faire du coup pour qu'il y ait justement cette relation de professionnel à professionnel? Comment tu fais toi? Comment tu as fait pour vraiment connecter avec eux? Ben, alors, en Belgique, on n'a pas vraiment cette relation-là. On n'est pas vraiment considérés comme des charlatans. À partir du moment où tu fais des bonnes études, les kinés, les ostéos, etc., ils te prennent au Ok. sérieux, hein, de manière générale. Donc, on n'a pas ce problème-là. Et après, évidemment, ben, c'est de la communication. C'est discuter avec ces personnes au sujet d'un patient, d'un client. Tu discutes avec eux et ils voient rapidement voilà, que tu as les connaissances, que tu as les compétences. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu travailles avec une, deux, trois personnes et l'entente se fait. Donc, je pense que, enfin, nous, en tout cas, à l'université, nos cours théoriques sont en commun avec les kinés et les ostéos. Je ne sais pas Ok. comment ça se passe en France, mais en tout cas, les 2, 3 premières années, on a un tronc commun. Donc, les sciences, etc., l'anatomie, on a les cours avec les kinés et les ostéos. Ok. Donc, ils connaissent nos bases, hein, nos compétences et nos connaissances. Donc, on n'a pas ce problème-là non plus. Excellent. Et du coup, tu as développé pas mal de synergies, je suppose, avec ces prescripteurs de santé.
Oui, c'est ça, totalement, hein. Donc, eux, quand ils avaient un patient et le patient avait des objectifs par la suite, orientés soit sportifs, orientés santé, perte de poids, etc., voilà, ils parlaient de moi au patient, je prenais en charge le patient, ça devenait un client. Et à l'inverse, quand j'avais un client qui avait des problèmes et que ça sortait de mon cercle un petit peu de compétences, je n'hésitais pas à renvoyer vers eux. Et donc, c'était du donnant-donnant, ça matchait très bien, on discutait entre nous. Et en plus, ce patient et ce client-là aimait bien un petit peu cet échange qu'il y avait entre le professionnel orienté santé et le coach sportif. Ouais, et puis avoir un environnement où tu as tous les professionnels dans un même lieu, c'est quand même extrêmement puissant, je Oui, pense. totalement. C'est puissant et c'est super enrichissant, on apprend plein de choses. Ok. Et du coup, tu t'es focusé sur ça ou tu as toujours. Comment ça s'est passé après? Tu as toujours gardé un petit peu différents endroits pour faire ton business ou tu t'es Ouais, concentré sur un truc? non, tout à fait. Voilà, je me suis concentré sur ces deux salles et mon objectif à ce moment-là, c'était de plus avoir de domicile et d'avoir tous mes clients en salle. Je suis resté sur ces deux salles. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que j'aime pas faire la même chose et j'aime pas être toujours dans le même endroit. Donc j'aime bien me diversifier. Et en plus, ça me permettait de côtoyer des personnes différentes aussi, dans des endroits différents. Et donc j'aimais ça en fait. J'aimais ça et donc je me suis pas dit, tiens, je vais me concentrer sur un seul endroit, rester là, etc. Juste le fait que ça me plaisait, j'ai continué dans ces deux salles-là en mettant, voilà, comme je t'ai dit, le plus de clients possible en salle et le moins à domicile à Et terme. dans le club où tu étais, c'était quoi? C'était une franchise? C'était un indépendant? Euh, c'était, euh, oui, c'était un indépendant. Donc, en fait, c'était un club de tennis, de hockey, et ils avaient une salle de fitness qui était gérée par un indépendant. Et donc voilà, c'était une salle de fitness classique, hein. C'était pas une franchise du tout. Ok. Donc, il y avait on va dire des membres qui payaient un droit d'abonnement pour C'est ça. participer. Toi, tu arrivais, tu pouvais éventuellement discuter avec les membres et puis leur proposer tes services, c'est ça? Ouais, ouais, exactement. Et moi, je rétrocédais à chaque heure à la salle voilà, mes prestations, quoi. Ok, excellent. Euh, et du coup, là, c'était en quelle année ça? Voilà, donc à partir de mon arrivée en 2016 à Bruxelles jusqu'à fin 2019, donc là, j'ai développé mon coaching et petit à petit, j'ai commencé à avoir un temps plein. Donc, il faut savoir aussi une chose, c'est que alors avoir des clients en coaching, c'est pas simple, hein, c'est assez difficile. Mais la deuxième complexité, c'est de pouvoir remplir son agenda. Donc, on a beaucoup de demandes en coaching le matin, quand les gens, avant de travailler, et le soir, quand les personnes ont terminé de travailler. Et puis, pouvoir combler ces dernières heures, principalement au début d'après-midi, c'est de plus en plus difficile. Et donc, plus on a des clients, plus c'est difficile de trouver des plages horaires qui correspondent. Donc, ça prend du temps avant d'avoir vraiment un temps plein en tant que coach sportif. Donc, moi, ça m'a pris quelques années. Et donc, j'arrive aux alentours de mi-2019, vers août-septembre 2019, où là, je suis full. Donc, j'ai vraiment un temps plein. Je gagne très bien ma vie. Je suis vraiment content de mes clients, de ce que j'ai, et je suis vraiment épanoui. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, puisque quelques mois après, on arrive en mars 2020. Donc là, le Covid arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Tu dis que tout Euh, s'écroule, tu dis que j'ai fait tout ça pour rien, c'est quoi ton ben, ressenti? oui, alors c'était clairement une déception puisque, comme je t'ai dit, j'avais vraiment un temps plein, je gagnais bien ma vie, j'étais vraiment content. Et en fait, ça a duré même pas 6 mois. Le Covid arrive, donc là, plus de boulot du tout. Donc un peu, enfin oui, un peu déçu. T'as pas réussi à tout migrer sur le online ou t'as pas. Non? Non? Alors, c'est pas une question de réussite, c'est que je voulais pas. Ok. Alors, j'ai toujours détesté ça. Et comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Et donc, moi, faire du coaching par vidéo, ça n'allait pas. Ok. J'aime pas du tout. Donc, j'ai même pas réfléchi à le faire, à proposer ça à mes clients. Donc voilà, je me suis dit, voilà, c'est comme ça. J'ai plus de boulot, on verra ce que ça donne, on verra avec le Covid combien de temps ça dure. Mais en même temps, je voulais pas rester les bras croisés non plus. Je me suis dit, il est hors de question que je ne fasse rien. Et donc, j'ai commencé à beaucoup lire. Et j'ai commencé, je me suis dit, tiens,
je ne travaille pas aujourd'hui, j'ai du temps, je vais utiliser ce temps-là pour développer les idées que j'ai eues par le passé. Donc, c'est là qu'on arrive sur mon projet actuel. Et donc, pour te situer un petit peu, je vais peut-être en parler maintenant si ça te va. Pour situer un petit peu, quelques années auparavant, je suis allé chez une cliente qui habite un appartement au 3e étage. Et bon, comme beaucoup de coachs, quand on va chez son client, on vient avec son matériel. Et donc, j'avais ma valise avec mon matériel à l'intérieur, c'est-à-dire quelques haltères, une ou deux medicine balls, des élastiques, etc. Et donc, c'est une valise assez encombrante et assez lourde. Et j'ai dû monter les escaliers jusqu'au 3e étage et avec ça sur mon bras. Et je me suis fait la réflexion en montant l'escalier en me disant, tiens, ce serait quand même intéressant qu'il existe un équipement, un matériel qui soit plus léger, qui soit plus compact et sur lequel ben, on peut tout faire, quoi, et qui soit suffisant pour coacher ses clients. Et donc, arrivé au Covid, au mois de mars 2020, je me suis dit, bah, tiens, je vais creuser un petit peu l'idée. Et j'ai commencé petit à petit à développer cette idée-là en réfléchissant à un produit qui réponde à ces caractéristiques-là. J'ai commencé à faire des croquis, à dessiner un petit peu voilà, ce que j'avais en tête. Et ça a commencé là, quoi. Ouais, alors, moi, j'étais tombé, alors attends, je crois que c'est ma copine qui est tombée sur une publicité, je ne sais pas comment, sur ton produit. Elle me dit, Ouais. tiens, ça serait bien que tu l'interviewes parce que c'est original, c'est un coach et tout. Apparemment, il a monté ça. Il faisait c'était pendant le crowdfunding, je ne sais plus si c'était KissKissBank. Enfin bon, bref, c'était. Loin. Ouais, c'était Lulu. Plus loin. Ouais. Et donc, je lui dis, ouais, c'est super intéressant. Ça serait bien de savoir un petit peu pourquoi il a développé ça. Et donc, du coup, c'est quoi les étapes pour. Là, tu nous as parlé effectivement de sortir de ce que tu avais dans la tête, justement, le produit. Donc, tu avais des capacités à dessiner parce que moi, je vois ça comme quelque chose d'hyper compliqué. C'est quoi les premières étapes, du coup, pour arriver à une maquette et puis à arriver à la finalité d'un produit? Ouais. Alors, attends, Alors, c'est vrai que pour situer peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le produit? Explique peut-être ce que tu as développé. donc, le produit, imaginez une petite table basse qui fait 70 cm sur 40 et sur 20, euh, qui est légère, qui est compacte, mais sur lequel on s'est modulé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des petits pieds qu'on s'est attachés en dessous. Et ça permet d'avoir différents steps de différentes hauteurs et des box de saut. Donc en modulant, on peut avoir un step qui mesure 15 cm. Ensuite, on augmente la hauteur, on obtient un step qui mesure 25 cm. Et puis en augmentant, on arrive à 40 cm. Donc là, c'est plus vraiment un step, c'est un box ou une petite table. Ensuite, sur cette petite table-là, il y a 2 panneaux de bois sur lesquels on peut venir attacher des élastiques. Donc, en plus de l'utilisation en step, en box, on peut l'utiliser pour faire du renforcement musculaire. Squat, fente, travail du haut du corps, etc. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Et alors, la particularité de cet objet-là, qui sort un petit peu du commun, c'est qu'il est designé pour l'intérieur. C'est-à-dire qu'on dirait un peu un mobilier d'intérieur. On dirait un peu une table de salon. En fait, il y a du bois. Et donc, le bois fait penser à un mobilier. Et donc, l'idée, c'est fait pour les petits espaces. Et pour se dire, tiens, j'ai pas besoin de ranger mon matériel en dessous de mon lit, dans un placard. Quand je l'utilise pas, ben, je peux le mettre sur le côté dans ma pièce. Je mets une plante dessus et c'est pas moche. Voilà, on dirait que c'est un mobilier et ça fait très beau. Excellent. C'est un petit peu l'idée. Et donc, voilà, tu t'es arrêté à conceptualisation, conceptualiser sur croquis et tout. Et comment on passe d'un croquis, du coup, à quelque chose de matériel alors? En fait, c'est venu tout seul, étape par étape. Donc, j'ai commencé, comme je t'ai dit, à dessiner l'idée que j'avais en tête. Alors, je ne suis pas du tout un bon dessinateur. Hein, donc, imagine pas que c'était des dessins 3D, etc. C'était vraiment sur une feuille voilà, très, très classique. Donc, j'ai commencé à dessiner ça. Et puis, je me suis dit, tiens, si je veux créer un prototype, aller un peu plus loin, concrétiser un peu ça, je vais devoir contacter des sociétés qui fabriquent des prototypes. Mais pour ça, mes dessins, ce ne sera pas suffisant. Donc, j'ai peut-être besoin d'une vidéo 3D qui explique un peu mieux l'idée.
Et donc, je suis allé sur un site qui s'appelle Fiverr. Je ne sais pas si tu connais. C'est un peu comme 5 euros, je pense. 5euros.com, ouais. 5euros.com, voilà, c'est un peu la même chose. Donc, tu trouves des freelances qui habitent aux quatre coins du monde et notamment des personnes en Asie, etc., qui ne demandent pas cher du tout. Et donc, j'ai contacté une fille sur ce site-là et je lui ai expliqué un petit peu mon projet. Je lui ai envoyé mes croquis et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien que tu me fasses un dessin 3D de l'idée que j'ai. Donc, c'est ce qu'elle m'a fait. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est quoi l'étape suivante? Tu es satisfait du coup de ce qu'elle t'avait proposé? Oui, oui, j'étais satisfait parce que c'était l'idée générale que j'avais du produit en lui-même. Donc, ça me suffisait. Clairement, ça me suffisait. Voilà. Ok. Et donc, ensuite, j'ai commencé à contacter des sociétés en design industriel. Déjà pour savoir ce qu'ils en pensaient et pour savoir si c'était faisable, si c'était possible en termes de faisabilité, en termes de sécurité, etc. Et ils me renseignaient aussi en termes de coûts, combien ça pourrait venir, etc. Et donc, j'en ai contacté quelques-unes et qui m'ont dit oui, c'est faisable. Il faudra certainement modifier certaines choses parce que en termes d'utilisation sportive, il y a certaines choses que j'avais pensées n'étaient pas possibles en fait. Donc, c'est difficile à expliquer comme ça, mais en gros, ce que j'avais en tête, si une personne de 80-90 kilos sautait dessus, ça pouvait casser. Et donc, il m'avait dit, voilà, c'est possible de faire ça, mais il faudra changer, modifier certaines choses. Ok. Mais évidemment, quand tu contactes une société en design industriel, ça coûte excessivement cher. Donc, en gros, un jour, c'est 750 euros hors TVA. Et pour te faire une mission, pour faire du concret, ça prend pas 2-3 jours. Ça prend 10 jours, 20 jours, voire 30 jours. Donc, c'est un budget très élevé. Et donc, je me suis renseigné à gauche, à droite pour savoir comment je pouvais faire pour financer ça. Et en Belgique, en France certainement aussi, on a beaucoup de chance. En Europe, de manière générale, je pense qu'on a beaucoup de chance. C'est qu'il existe des subsides. Les subsides de l'Europe en général, qui donnent ça aux régions. Et donc, en région Wallonne, en Wallonie, en Belgique, tu as droit à des subsides si tu veux te lancer dans un projet entrepreneurial. Ok. Et donc, j'ai utilisé ces subsides-là pour faire une première mission avec une agence en design industriel. Ok. Donc, ça correspondait à quoi? Tu avais quel budget alors? Donc, en gros, le premier subside correspondait à 15 000 euros maximum. Donc, j'avais droit à 15 000 euros. Et eux, ils payaient, si tu veux, 80% de ces 15 000 euros. Moi, je payais 20% plus la TVA. D'accord. 15 000 euros. D'accord. Okay. Donc, j'avais une enveloppe de 15 000 euros hors TVA. Et donc, j'ai commencé une première mission avec une société qui a duré 10 jours, qui a utilisé plus ou moins la moitié de ce subside pour avoir déjà une idée, pour développer un petit peu cette idée-là. Donc, à partir de là, tu avais quoi du coup? Tu n'avais pas quelque chose de concret? Non, j'avais mes dessins et mes vidéos 3D. Ok. Est-ce que ces vidéos-là, ces premières vidéos, ça a été le produit final? Pas du tout. D'accord, ok. Alors, on continue. On Ouais, on continue. continue. Ok. Ah oui. Donc, en fait, pas du tout. Donc, j'ai eu des réunions avec cette société en design industriel. Donc, voilà, j'ai expliqué mon idée, j'ai expliqué à quoi ça va servir. Et donc, de là, on est parti du fait que pour une utilisation sportive, le plus important, évidemment, c'est la sécurité. Donc, pour ça, il faut que ce soit solide, il faut que ce soit stable, il faut que ce soit antidérapant. Et donc, l'idée que j'avais, la toute première idée, n'était pas faisable du tout. Donc, à partir de ce moment-là, c'est les designers qui ont continué en se disant, voilà, l'idée, elle est là. Il faut, pour telle utilisation, une sécurité optimale. On va partir sur quelque chose qui est un peu différent. Et donc là, on est arrivé vraiment à un design plus, comme je t'ai dit, de mobilier, plus compact, plus solide. Moi, ce que j'avais, pour expliquer un petit peu l'idée que j'avais au départ, imagine un tapis de fitness un peu plus grand, mais solide, que tu sais plier en 4 et déplier. Donc ça, c'est un petit peu l'idée que j'avais auparavant. Et en fait, en mettant dans une certaine configuration, tu savais mettre en step de 3 niveaux. Okay. Sauf que si tu sautais dessus, ça pouvait casser. Donc voilà, donc c'était pas faisable. Et donc c'est la société en design qui a continué un petit peu l'idée derrière et qui au final est arrivée sur une idée plus de mobilier, de table de salon. La question que je me pose, c'est que
comme c'est eux qui ont terminé en fait la structure, l'idée du truc, est-ce que la propriété intellectuelle, ça t'appartient ou ça leur appartient? Ça se passe comment ça? Elle m'appartient, elle m'appartient. Donc, Ah oui. on a un contrat, évidemment. Donc tout ce qu'ils réalisent, voilà, ça Ouais, m'appartient. ils ont pas le droit d'avoir des royalties sur toutes les ventes éventuellement après ou autre. C'est Non, non, simplement. non. Ouais, ok. Ok, ok. Voilà. Mais si tu veux, on peut parler de la protection et du brevet hein, directement. Puisque dans le fitness, comme tu le vois, tout se copie. Et on ne sait pas faire autrement. Donc, en gros, je me suis renseigné avec des avocates spécialisées là-dedans. Je peux protéger mon idée, mais ça va servir à rien de la protéger. Pourquoi? Parce que si on modifie une petite chose, donc admettons, au lieu que ce soit à angle droit, c'est arrondi, ben, ils vont pouvoir quand même le produire. Donc, à part protéger ta marque et ton nom, le produit en lui-même, tu ne peux pas le protéger. Oui, je me doute. Prends l'exemple de TRX. Hein. TRX, ben, tu as vu aujourd'hui voilà, comment c'est copié. Et ça reste quand même TRX le plus cher sur le marché. Mais ils sont toujours là. Mhm. Ils en vendent toujours beaucoup et il n'y a pas de problème derrière. Mhm. Exactement, exactement. Et Il faut en avoir conscience, évidemment. oui, oui, mais c'est sûr qu'il y a plein de. Je suppose qu'il y a plein de choses aussi que tu ne savais pas et que tu as été confronté au fur et à mesure par rapport à Ouais. ce projet-là, quoi. Et, euh, et du coup, entre le moment où tu as fait tes croquis et le moment où tu as vu la table visuellement, il s'est passé combien de temps? Et est-ce que tu peux nous donner une enveloppe? Enfin, voilà, c'était un investissement de combien? Donc, il s'est passé plus ou moins un peu plus d'un an, je dirais 14-15 mois, entre le croquis et finalement les derniers dessins designés par la société. Et donc ça m'a coûté, Tu as cramé les 15 000 du coup? oui, oui, totalement. J'ai tout utilisé, donc ça m'a coûté 20% de 15 000 et la TVA. Ok, Plus à côté, voilà, d'autres, j'ai plus en tête exactement, mais d'autres petites dépenses à gauche, à droite. ok. Et donc, à partir de ce moment-là, ça allait encore. Hein. On peut dire que j'ai dû économiser, j'ai dû dépenser à ce moment-là environ 5 000 euros. Ok, 5-6 000, je dirais. ok, Voilà. ok. Et donc, on arrive plus ou moins au mois de avril-mai 2021 avec ce design-là. Et donc là, l'étape suivante, c'était quoi? Ben, c'était d'avoir du concret, c'est-à-dire d'avoir un prototype pour savoir si c'est faisable, pour le tester aussi. Petite question, est-ce que du coup, pendant tout ce laps de temps de réflexion, est-ce que tu as documenté ton travail? Est-ce que tu as fait un blog ou tu as utilisé un média social pour partager ce projet ou pas? Non, alors j'ai partagé à partir du moment où j'ai eu le prototype. Ah, ok. Voilà. J'avais déjà créé mes pages de réseaux sociaux pour prendre un petit peu l'avance, où Ok. là, je commençais un petit peu à conseiller de manière générale sur la pratique sportive, sur le bien-être, la santé de manière générale, mais je ne parlais pas encore du projet et du produit en lui-même. J'ai Ok, commencé à parler du produit à partir du moment où j'ai eu mon prototype. ça marche. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, l'étape suivante, c'est le prototype. Et donc, grâce à la société en design industriel qui a des contacts à gauche, à droite avec des usines, on s'est dit, ben voilà, il y a cette usine-là, on en a vu plusieurs qui peuvent te fabriquer un prototype. Et donc, j'ai travaillé avec une usine située à Liège, donc en Belgique, qui m'a fabriqué, si tu veux, la structure générale de la box, hein, je l'appelle la box. Et on a travaillé avec une usine située en Espagne pour fabriquer les 2 panneaux de bois. Ok. Donc, c'est eux qui m'ont fabriqué le prototype. Le prototype m'a coûté très cher parce que quand tu fais fabriquer quelque chose sur mesure en usine, ça coûte excessivement cher. Donc, la box en elle-même m'a coûté plus ou moins 3 000 euros et les panneaux de bois m'ont coûté 900 euros. Donc, j'étais à plus ou moins 4 000 euros juste sur le prototype. Ok. Voilà, donc ça, c'était la box. Mais évidemment, il y a les élastiques, donc les accessoires sur le côté. Euh, Malheureusement, les accessoires, tu ne sais pas faire autrement que de faire fabriquer en Chine, puisque le caoutchouc utilisé pour les élastiques est fabriqué en Asie de manière générale. Et je n'ai pas trouvé de fabricant en Europe. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie de mon projet.
C'est-à-dire que j'ai des valeurs aussi au niveau environnement, local, écologie. Et je ne voulais pas faire fabriquer mon produit en Chine. Je voulais faire fabriquer en Europe. Voilà, il n'y a que les accessoires actuellement qui sont fabriqués en Chine, puisque actuellement, je n'ai pas le choix. Ok. Donc, pareil, j'ai dû moi-même aller contacter des usines en Chine. Bon, ça, c'est pas bien compliqué, il y en a plein. Voilà, j'en ai contacté plusieurs. J'ai fait venir plusieurs fois des prototypes. Bon, heureusement, ça ne coûte pas très cher, que tu peux tester. Et donc, au final, je suis arrivé sur quelque chose de correct, de bonne qualité. Et j'ai trouvé finalement mon fournisseur chinois, quoi. Ok, ok, ok. Ouais. C'est chouette. C'est chouette quand tu pars d'un. Ouais, ouais. Et du coup, pendant ce temps-là, est-ce que tu. Parce que là, 14 mois, tu nous disais, en Ouais. Belgique, vous avez eu des périodes de confinement ou autre, mais est-ce que tu as repris du coup un peu. Parce que comment tu fais pour. Si tu n'as plus de rentrée d'argent, comment tu fais pour vivre? C'est quoi là, la période du coup? Ouais, donc en fait, ça a vraiment repris. Le travail a repris à partir du mois de juin 2020. Donc là, j'ai commencé à retrouver un peu mes clients. Et puis, je suis arrivé à un moment donné à me dire, à me poser la question, me dire, tiens, mais le projet là, est-ce que je veux vraiment aller à son terme ou alors je continue mes coachings et voilà, je continue à gagner ma vie comme ça, etc. Je me suis posé la question plusieurs fois et je me suis dit, oui, je veux aller au bout de ce projet-là. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, ça m'attire énormément. Et donc, je me suis dit, OK, bah, je consacre un petit peu de temps à ce projet-là, tout en gardant des clients sur le côté, puisque, évidemment, comme tu l'as dit, bah, il y a un loyer à payer. Donc, il faut que je gagne ma vie un minimum. Et donc, j'ai commencé à garder l'équivalent d'un mi-temps en tant que coach sportif et le reste, donc l'autre mi-temps, pour le développement de ce projet-là. Et c'était quoi ton organisation du coup hebdomadaire? Tu t'étais dit, je sais pas, les matins c'est personal training, l'après-midi c'est projet ou c'était un peu déstructuré? C'était assez déstructuré, bien que j'ai gardé toute la journée du jeudi, par exemple, libre pour mon projet. Et j'ai gardé tout le week-end, enfin principalement le samedi après-midi et le dimanche pour mon projet également. Et le reste du temps, j'avais mes clients. Et alors, quand j'avais des trous de quelques heures, ben, je développais, enfin, je passais sur mon projet, quoi. Ok. Et, euh, et du coup, une fois que tu as. Parce que alors, la première difficulté, effectivement, c'est de sortir de sa tête l'idée. Une fois que tu avais le prototype, du coup, en fait, c'est que le début, entre guillemets, du projet. Ouais. C'est quoi la suite, du coup, une fois que en Espagne, ils t'ont fait les planches en bois, une fois que tu as eu le prototype, c'était quoi la suite? Bah, à partir du moment où tu as un produit qui est visuel, qui est vraiment concret, tu as un prototype, bah, la priorité, c'est de tester le marché. C'est-à-dire d'en parler, d'aller voir les personnes qui pratiquent du fitness, ce qu'ils en pensent, d'avoir un maximum d'avis derrière, un maximum de retours et de le tester également. Donc moi, enfin, voilà, je suis coach sportif, j'avais des clients, donc j'ai eu l'opportunité de tester moi-même mon produit auprès de mes clients, de savoir s'il y a des choses à modifier, de savoir si c'est assez solide, les défauts, les qualités, etc., pour ensuite potentiellement modifier les dernières choses à faire pour finaliser le produit en lui-même. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos, en faisant des photos et en essayant de récupérer un maximum de retours et d'avis de potentiels utilisateurs. Ok. Donc, en testant, toi, auprès de tes clients, ça a donné quoi? Tu sentais que c'était un produit qui était correct, il n'y avait pas de bug, tout fonctionnait bien? Alors, de manière générale, c'était très bien, mais quelques défauts, ouais, normal, quelques défauts. Il y a des choses que je dois encore changer. Par exemple, le fait que le produit glisse un petit peu si par exemple on a du parquet à la maison, ce genre de choses. Voilà, je sais que je dois mettre des patchs antidérapants en dessous. La surface au-dessus, le bois n'est pas sur toute la surface, si tu veux. Il y a une partie de bois et une partie. L'autre matériau, c'est de l'EPP. Donc en fait, c'est un dérivé du plastique. Et donc cette matière-là est un peu plus fragile. Ok. Et donc, je me suis rendu compte qu'il faut que la surface totale au-dessus soit remplie de bois et qu'il n'y ait pas du tout de PP pour qu'il n'y ait pas de casse. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est des modifications à faire par la suite. Mais pour le reste, voilà, de manière générale, assez satisfait en termes d'utilisation.
Les élastiques aussi, j'ai dû modifier la longueur, puisqu'on sait, à partir du moment où on travaille avec un élastique, le début du mouvement, il faut que l'élastique soit déjà tendu. Si à partir du moment où l'élastique n'est pas tendu, au début du mouvement, on ne travaille pas. Et, Ouais, donc travailler peut-être avec des plus petits élastiques, c'est ça? voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est de travailler avec des élastiques très courts, mais qui en même temps peuvent s'allonger au maximum. Ok. En termes de résistance aussi, j'ai testé. Donc il y a 4 élastiques de résistance différentes. Donc je me suis rendu compte que l'élastique le plus faible, finalement, il n'était pas assez faible pour une certaine population, pour certains clients. Donc voilà, ce genre de choses, quoi. Quand on a un projet comme ça, un produit qu'on doit tester, il faut le tester le plus rapidement possible sur le marché. Et je me suis même rendu compte que je ne l'ai pas fait assez tôt. À partir du moment où on a une idée, même si on n'a pas de prototype, même si ce n'est pas concret, à partir du moment où on peut l'expliquer et on peut le montrer via des photos, via des vidéos, il faut le faire le plus tôt possible pour se rendre compte s'il y a déjà un intérêt derrière. Oui, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que si tu avais déjà montré ton projet ou t'expliquais les grandes lignes, parce que je trouve qu'en plus, ça aurait été hyper inspirant d'avoir vraiment le début jusqu'à la finalité du projet. C'est top. Et donc maintenant, aujourd'hui, là où on est en juillet 2022, tu en es où? Donc, à partir du moment où j'ai testé l'équipement, mon objectif, c'était de tester le marché au maximum. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page web, ce qu'on appelle une landing page. Donc, une landing page, pour ceux qui ne savent pas, c'est une page Internet où il n'y a pas de menu, il n'y a pas de bouton. L'idée, c'est de vraiment, sur une seule page, expliquer le produit, expliquer l'idée aux personnes. Et donc, j'ai créé cette landing page et j'ai fait venir du trafic dessus. Donc, j'ai fait de la publicité sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. J'ai fait venir un maximum de personnes qualifiées, c'est-à-dire de personnes qui font du sport et si possible à domicile, et voir leur réaction. Et de savoir, tiens, voilà, s'ils mettent leur email, ça veut dire qu'ils sont intéressés. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'ai également participé à des programmes d'entrepreneurs avec des experts dans le domaine qui peuvent t'aider. Donc, ça, en Belgique, on a aussi la chance à ce niveau-là de pouvoir Startup Weekend ou des choses comme ça, parce que c'est vraiment une startup, hein, c'est un peu le système de tester l'idée. Enfin, c'est moi qui m'intéresse beaucoup aux startups, c'est vraiment ça. On fait une landing page pour voir s'il y a un attrait du produit et tout. Donc, ouais, voilà. Mais ici, le programme que j'ai participé, c'était 2 jours par semaine pendant 3 mois. Ok. Donc, voilà. C'était un peu plus long et on voit vraiment, on voit de tout, hein. Pas uniquement le test du marché, mais aussi l'aspect protection, l'aspect financier, pouvoir faire un plan financier, un business model, etc. Et donc, j'ai testé mon idée avec la landing page et j'ai récolté un peu plus de 500 emails de personnes qui étaient intéressées par le produit, sans montrer le prix, donc sans dire ça va coûter autant, juste tester l'idée. Donc, j'ai vu qu'il y avait un intérêt derrière. J'ai eu beaucoup de commentaires de personnes intéressées en disant tiens, voilà, combien ça coûte, quand est-ce que ça va sortir, etc. Donc, voilà, positif de ce côté-là, le test, assez positif. Et donc, l'étape suivante, c'était quoi? C'était de vendre le produit. Du moins, le pré-vendre, puisque pour le vendre, il faut lancer une production qui coûte relativement cher. Donc, j'ai besoin de fonds. Et donc, c'était combien pour lancer la production? Enfin, après, ça dépend du nombre de box que tu voulais créer, mais c'était quoi le budget qu'il te fallait? Alors, le budget, sans avoir une seule box de produit, d'accord, mais juste le moule, terminer le design, faire des vidéos, hein, donc ça je vais l'expliquer après, mais évidemment, si on vend un produit, il faut des vidéos, de programmes d'entraînement, des séances, etc., pour aider ces personnes. Donc, avant de pouvoir fabriquer un seul box, il fallait 60 000 € pour lancer la production. Donc, il y a un moule à l'usine qui coûte déjà 25 000 €. Puis voilà, il y a tout le reste derrière. Mais donc, il me fallait 60 000 € pour pouvoir lancer la production et le reste pour pouvoir fabriquer les box. Ok. Donc, j'ai lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc, ça au mois de mai de cette année, qui a duré 1 mois et qui n'a pas du tout marché. Donc là, gros bid. Donc, ça n'a pas pris du tout. Donc là, premier échec. Je me suis dit, tiens, voilà, il y avait de l'intérêt derrière. Là, j'essaie de vendre le produit. Mon objectif pendant la campagne de crowdfunding, c'était d'en précommander 75. Ça, c'était mon objectif personnel. J'en ai vendu 25 environ, donc voilà, même pas la moitié.
Donc, bel échec, petite claque quand même, il faut le dire, je l'avoue. Donc voilà, donc l'idée après, Tu avais envoyé sur les 500 emails que tu avais récoltés, je suppose que tu les avais envoyés sur la campagne, c'est ça? Alors, il y a ces 500 emails-là, évidemment, bien sûr. Et puis, j'ai fait aussi pas mal de publicité pendant la campagne de crowdfunding sur les réseaux sociaux pour faire venir d'autres trafics. Ouais, tout à fait. Oui, puis il y a Ulule aussi qui te pousse aussi, enfin qui pousse, non? Non, Non, non. non. Alors, ils poussent sur certains projets. Ça va dépendre vraiment. Ok. Ils te mettent parfois dans la newsletter, etc. Mais ils vont pousser sur certains projets, mais pas tous. C'est pas possible de pouvoir Ah, aider. ah, Ouais. ok, ok, ok. Mais clairement, de manière générale, la grosse majorité des projets qui sont dessus, ils les poussent pas, ils les aident pas, et c'est toi qui dois tout faire. Ok, ok, ok. Voilà. Donc, plusieurs raisons à l'échec là. Première raison, c'est que j'ai sous-estimé un petit peu la campagne. Je pensais que ça allait prendre plus rapidement et que ça allait être plus facile. Donc, j'aurais dû préparer la campagne en amont beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite. Ouais. C'est-à-dire avoir peut-être encore plus d'emails, c'est-à-dire faire des partenariats, c'est-à-dire contacter déjà des journalistes à l'avance pour expliquer mon projet et dire que je vais lancer une campagne de crowdfunding, pour qu'ils puissent faire un article au moment où je lance la campagne de crowdfunding. Il faut savoir qu'une campagne de crowdfunding, il faut absolument que ça prenne rapidement les premiers jours. Si une personne vient sur la page et voit que tu es à 5, 10, 15% de ton objectif, ils vont se dire, même s'ils sont intéressés, ils vont se dire, bon, il est au début, je vais attendre un petit peu. Mais beaucoup de personnes vont se dire ça. Et donc, personne ne va acheter. Et donc, il faut que ça prenne rapidement. Et il faut que dès les premiers jours, tu arrives déjà à minimum 50% de ton objectif, 50, 60%. Oui. Et donc, c'est pour ça que le travail en amont d'une campagne de crowdfunding est Le très monde important. amène le monde, quoi. En fait, oh punaise, il a déjà en 24 heures, il a déjà Voilà, 50%. Donc forcément, c'est dans ça. ta tête, c'est ouais. Ok. Ouais, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Mm. Je veux dire, si tu vas aller dans un restaurant, aujourd'hui, la plupart des personnes vont regarder sur Google les commentaires qu'il y a derrière, le nombre d'étoiles, etc. C'est la même chose là. Donc, s'il y a des acheteurs, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs, ça veut dire que le produit est intéressant. Et donc, moi, je vais l'acheter aussi. Je ne veux pas Ouais. passer à côté de cette opportunité-là. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, bah, c'est peut-être que le produit n'est pas intéressant. Donc, encore une fois, c'est très important le travail en amont d'une campagne de crowdfunding. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle il y a eu cet échec-là. Deuxième raison, donc j'ai envoyé des emails aux personnes qui n'ont pas acheté, qui étaient intéressées par le produit, en leur demandant, mais tiens, pourquoi vous n'avez pas acheté? La majorité a dit, c'est le prix. Ça coûte trop cher pour moi, voilà, c'est trop cher. Donc pour eux, bah, il y a deux solutions. Soit on change le modèle économique, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre le produit, on peut très bien le proposer à la location, c'est ce que je vais faire maintenant. Ou alors, on augmente la valeur perçue du produit. D'accord. Moi, j'ai dû travailler sur le marketing et la communication, mais ce n'est pas mon métier. Voilà, je me suis un petit peu formé sur Internet là-dessus. J'ai appris beaucoup, mais ce n'est pas mon métier. Donc, évidemment, j'ai fait des erreurs. Donc, je pense que clairement, sur le marketing et la communication, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Donc, je pense que la valeur perçue du produit peut être vraiment améliorée et pouvoir convaincre cette personne-là de se dire, tiens, si le produit-là à ce tarif-là, ça reste intéressant. Ouais, puis surtout, le problème, c'est que tu n'as pas de recommandations, tu n'as pas d'avis, tu n'as pas de gens qui l'ont chez eux. Enfin, Voilà, ouais. en fait, tout ça, ça pourrait être fait que quand tu auras les premiers utilisateurs, quoi. C'est ça. Et je suis un inconnu. Hein. D'ailleurs, ma société, elle n'est pas connue, personne ne la connaît. Je ne suis pas Decathlon. Donc, évidemment, je dois démarrer de zéro. Et ça, c'est évidemment très difficile. Ensuite, il y a une autre grosse partie des personnes m'ont dit je suis intéressé par ton produit, le tarif me convient, mais par contre, ce n'est pas le bon moment pour moi d'acheter à cause de la conjoncture actuelle. Donc, évidemment, aujourd'hui, avec le prix des énergies, des matières premières, avec l'inflation, beaucoup de personnes m'ont dit c'est pas le bon moment, c'est pas la priorité. Je vais l'acheter, mais pas aujourd'hui, dans quelques mois. Et j'espère que la production va être lancée. En termes de pricing, du coup, ça donnait quoi? Tu avais fait quoi comme offre? Donc, le tarif plein de la box est à 359 €, d'accord? Donc, avec les accessoires, de manière générale. Et avec ça, tu as tout et tu sais tout faire. Et pendant la campagne de crowdfunding, on fait un tarif préférentiel. Et donc, au début de la campagne de crowdfunding, elle était à 299 €. Oui, ça reste. C'est pas non plus. Voilà. Ouais, et avec ça, tu vas avoir accès à la future application où tu as des séances d'entraînement, des programmes, etc. Donc, tu n'as pas juste le produit, tu as aussi le service derrière, un minimum de service. Ok, ok.
Et j'ai eu aucune réponse me disant le produit ne m'intéresse pas, je ne suis pas intéressé. Voilà. Donc finalement, le problème en lui-même, c'était le tarif ou le timing. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris beaucoup de repos entre le mois de juin et jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris un petit peu de recul pour réfléchir à tout ça. Et je me suis dit, voilà, je me suis posé la question, j'arrête ou je continue. Alors il faut savoir que quand on lance un projet entrepreneurial, si tu arrêtes au premier échec, ça va pas non plus. En général, il faut persévérer. Par contre, si ton produit n'intéresse personne, ça ne sert à rien de persévérer non plus. Et donc je me suis dit, tiens, le problème, c'est le prix et le timing, et ce n'est pas le produit en lui-même. Du coup, je pense qu'il faut que je continue en améliorant certaines choses et en testant d'autres choses également. Ici, j'ai parlé du B2C, hein, d'accord, donc le client, le particulier, mais aussi le B2B que je dois tester. Et donc, en ce moment, je suis en train de tester le B2B, c'est-à-dire les hôtels, savoir si ça peut les intéresser de mettre ça dans les chambres directement, les Airbnb, les gîtes, les entreprises et également les coachs sportifs. Donc, les coachs sportifs peuvent, comme moi je le fais aujourd'hui avec mes clients, utiliser ça quand ils font des domiciles. Mais en même temps, ils peuvent très bien vendre ça, donc ça c'est un petit peu l'objectif, vendre ça à leurs clients directement. Et donc, utiliser les coachs sportifs un petit peu comme des commerciaux. Ça peut leur permettre aussi d'avoir une rentrée d'argent en plus sur le côté. Excellent. Donc, je suis à ce stade-là aujourd'hui, de tester d'autres choses pour voir si ça prend. Ok. Et du coup, là, pour l'instant, l'enveloppe globale, en termes d'investissement, ça représente combien? Tu sais? 15 000. Combien? 15 000 euros. Ok. Oui, parce que tu n'as pas encore fait la production qui te coûterait 60 000 si tu… Ok. Voilà. 15 000 euros, j'ai dépensé pas mal dans les réseaux sociaux, hein, dans la publicité, le site internet, les indépendants, les freelances que tu contactes aussi, donc ça va assez vite. Ouais. Ok. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens et quel enseignement tu peux faire de ce projet-là? Alors, si je devais recommencer ce genre de projet-là, je pense que j'essaierais d'aller beaucoup plus vite avant de tester le marché. Donc là, j'ai quand même pris 2 ans et 15 000 euros pour tester le marché. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite et dépenser moins d'argent encore que ça. Ok. Ouais, je trouvais pas ça énorme, moins 15 000 euros pour un projet, mais oui, c'est ok. Ouais, mais je veux dire, pour tester un minimum, hein, vraiment, juste savoir si ton produit peut intéresser des personnes, tu dois dépenser moins d'argent et tu dois aller beaucoup plus vite. Ok. Voilà, je oui, pense genre faire sur Fiverr, quand la fille elle a fait genre la maquette, faire la landing page, déjà expliquer un peu les contours du projet, ça aurait peut-être été un bon début. C'est ça, ouais, exactement. Alors moi, l'inconvénient, c'est que j'ai un produit physique, d'accord. Donc pour l'expliquer, pour le montrer, il faut le tester également. C'est toujours mieux d'avoir un prototype. Et donc si on veut un prototype, ça coûte un peu d'argent. Par contre, si tu as une idée de lancer une application, là, ça peut aller beaucoup plus vite parce que l'application, tu peux faire du fake en faisant ça sur une landing page tout simplement. Tu expliques comment l'application marche, les gens vont très bien comprendre. Et donc là, ça va beaucoup plus vite et ça, tu dépenses beaucoup moins d'argent. Mais quand on a un produit physique, surtout dans le domaine du fitness, etc., j'ai dû le tester encore une fois, c'est différent. Et donc là, il te faut un prototype et ça coûte un peu plus cher. Ok. Et en termes de… C'est quoi la différence entre vendre un produit et vendre un service alors? Entre vendre du coaching qui est un peu intangible et vendre un produit qui est tangible, quelles sont les remarques que tu pourrais faire par rapport à ça? Le service, ça veut dire en tant que coach sportif? Comment? Sur la vente, du coup, sur la vente ou les difficultés à vendre ce service-là? À vrai dire, il y a très peu de différence. Vendre un service ou vendre un produit, c'est très similaire. Au final, tu dois juste expliquer à la personne, sans parler trop de ton produit ni de ton service, les bénéfices qu'elle va en retirer. Donc, je ne vends pas un équipement de fitness, je vends une meilleure qualité de vie. Je vends une perte de poids. Je vends une condition physique améliorée. Je vends ça à travers un produit, évidemment, avec des spécificités, avec des caractéristiques. Mais il faut vendre ce que recherche la personne. Il faut comprendre ses problématiques et il faut lui expliquer, lui
la convaincre que grâce à ton produit et à ton service, elle va régler ses problèmes. Tu ne dois pas vendre les caractéristiques de ton produit, tu dois vendre ce que ça va procurer et les bénéfices que la personne va en retirer. Et ça, c'est très important et ça, c'est très difficile. Quand on est vendeur, on pense toujours à son produit. Oui, mais ma box, elle est belle, c'est du bois, c'est fabriqué en Europe. Oui, mais les gens s'en foutent. Les gens veulent perdre du poids, ils veulent avoir une meilleure condition physique, ils veulent ne plus avoir de maux de dos. C'est ça qu'ils veulent. Donc, c'est ça qu'il faut vendre avant de vendre son produit. Okay. Mais au final, un service et un produit, c'est similaire, selon moi. Ok. Et du coup, c'est quoi la suite, les prochaines étapes pour toi? Alors, actuellement, j'ai 2 priorités. La première, c'est de retester le marché. Alors, je ne sais pas encore exactement comment je vais le faire. Peut-être que je vais relancer une campagne de crowdfunding sur une autre plateforme. Peut-être que je vais simplement pré-vendre ma box moi-même de mon côté via mon site. Je ne sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Mais en tout cas, la première priorité, c'est de retester le marché. Et la deuxième priorité, c'est de trouver un cofondateur. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est quand on lance un projet entrepreneurial comme celui-ci, qui est très complexe, qui est très difficile, tout seul, c'est très compliqué. Il faut être un super-héros, et j'en suis pas un, honnêtement. Et quand tu regardes statistiquement les startups d'aujourd'hui, les solopreneurs, ils sont très, très, très peu nombreux. Ils sont minimum 2 ou 3. Et il y a des raisons à cela. Je veux dire, quand il y a des échecs, comme je l'ai eu il y a quelques mois, il faut savoir digérer ça. Quand tu es tout seul, c'est plus difficile que quand tu es à 2 ou à 3. Et pareil, quand il y a de la réussite, quand tu réussis certaines choses, quand il y a des victoires, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un partenaire à côté et de fêter ça à plusieurs. Okay. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que je trouve ça beaucoup plus amusant, beaucoup plus marrant de faire ça à plusieurs. Donc, et aussi, dernière chose, si tu veux lever des fonds, que ce soit au niveau public ou privé, moi je vais avoir besoin de lever des fonds à un moment donné, c'est plus facile quand tu es à plusieurs aussi. Puisque eux, les investisseurs, ils savent les difficultés d'un tel projet. Ils savent que tout seul, statistiquement, tu as plus de chances de te planter que de réussir. Et donc, en général, ils investissent dans des projets où tu as plusieurs. Donc, c'est important. Okay. Donc, ça, c'est mes 2 priorités actuellement. Et quel type de profil tu recherches comme associé? Alors, je cherche un profil complémentaire. Donc, évidemment, pas un coach sportif comme moi qui a les mêmes compétences et les mêmes connaissances, mais plutôt quelqu'un qui a des compétences en marketing, en communication. Parce que pour moi, dans un projet en e-commerce, c'est le plus important. Marketing digital, c'est le plus important. Ou alors quelqu'un qui a une base financière, compétences financières derrière. Donc, un des 2. Okay. Une personne, évidemment, qui a des affinités avec le monde du sport, de la santé, du fitness, ça, c'est important. Et voilà, et qui est consciente aussi des risques, des difficultés qu'a de se lancer dans un projet comme celui-ci, mais voilà, qui n'a pas peur pour autant et qui a soif d'apprendre. Ouais. Ok, excellent. En tout cas, félicitations, hein, c'est vachement inspirant. C'est partir de zéro et monter ça de A à Z. Franchement, c'est top. Moi, je te souhaite plein de succès en tout cas par rapport à ça. Là, tu continues toujours à coacher, du coup? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, aujourd'hui, j'ai toujours l'équivalent d'un mi-temps comme avant. Je continue à coacher. Alors, évidemment, financièrement, ce n'est pas toujours simple. Et à un moment donné, tu n'as pas d'autre choix que de te mettre des limites aussi. Donc, en fait, je me suis fixé la fin d'année pour me dire, voilà, si le projet avance, c'est-à-dire que si j'arrive à tester le marché et que c'est positif, si j'arrive à trouver un cofondateur, je continue. Si ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas, à un moment donné, je vais devoir probablement arrêter et retourner dans le coaching et retrouver d'autres clients pour gagner ma vie correctement à nouveau, quoi. Ok, donc si pour tous ceux qui nous écoutent, voilà, si vous connaissez ou voilà, s'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par le projet, n'hésitez pas à contacter Nicolas. Si on est coach ou professionnel, tu parlais de B2B et tout, comment, voilà, on te contacte directement, on fait quoi? Je mettrai tes coordonnées, on te contacte. Oui, tout à fait. Ouais. Je te donnerai mes coordonnées, donc soit par mail. Vous pouvez aller sur le site internet aussi pour voir un petit peu, pour avoir une idée un peu plus concrète du produit en lui-même. Donc, c'est trust.fit. Donc, trust, c'est trus.fit, F-I-T. Et donc, là-dessus, vous pouvez me contacter aussi directement. Donc, si vous êtes coach sportif, n'hésitez pas également à me donner votre avis et votre avis
sincère et honnête à ce niveau-là. Ça, c'est très important aussi, hein, de récolter des avis. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà de son entourage, de ses amis, de sa famille, puisqu'en général, ils vont pas vouloir non plus être trop trash s'ils ont un avis assez, à l'opposé de ce qu'on a nous-mêmes. Donc, ne pas hésiter à aller à gauche, à droite et essayer d'avoir des avis vraiment qui sont tout à fait honnêtes. Donc, voilà, n'hésitez pas à me donner le vôtre, à être honnête avec ça. Tu t'es renseigné pour aller au salon du fitness ou au FIBO ou des choses comme ça? Oui, alors le FIBO, c'était un peu trop tôt puisque j'avais pas encore mon prototype. Mais je me suis renseigné pour le salon du fitness ici à Paris. Malheureusement, il tombait la même date du mariage d'un de mes meilleurs amis, donc c'était pas possible pour moi d'y aller. Alors, Et ce en qu'il faut plus, savoir, c'est que là, à l'heure où tourne le podcast, donc le salon du fitness a été annulé. Par contre, il y en a un deuxième 2 semaines après, le Fitex, ou je ne sais plus comment ils l'ont appelé, et c'est au mois d'octobre. Donc peut-être regarder par rapport à ça. Ah ouais, ok, bonne idée. Ouais. Et donc oui, c'est intéressant aussi de participer Parce à ça. que, ouais, là, du coup, tu seras. Alors, bon, certes, ça va coûter, il va y avoir un investissement, mais ça peut te permettre de confronter à la fois, ben, voilà, de faire. De montrer ton projet aux professionnels, et puis, il y aura aussi des monsieur et madame tout le monde. Donc, je sais pas si ça Tout à peut fait, être. ouais. Bien sûr, c'est toujours intéressant. De toute façon, il faut tout tester, hein. Voilà, s'il y a des événements, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il faut aller à gauche, à droite, et dans tous les cas, c'est toujours positif. Ok. Toujours. Bon, excellent. Est-ce que tu aurais, alors je t'ai posé déjà la question, mais une ressource, un livre ou autre, hormis ce que tu nous as partagé en développement personnel, qui t'ont inspiré et qui pourraient inspirer aussi les personnes qui nous écoutent sur peut-être justement le monde de la startup, créer, s'il y en a qui ont envie de développer voilà, une application, un produit ou autre, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Ouais, alors, dans quel domaine? Parce que bon, je lis beaucoup, mais sur différentes thématiques, hein, que ce soit l'économie au sens large du terme, le développement N'importe, personnel, le n'importe, des marketing. livres qui, toi, t'ont impacté, que ce soit dans le monde du business, du marketing, de la vente, bref, toute lecture, je pense, elle peut être intéressante. Ouais. Ben voilà, ben, je pense que donc, si ceux qui nous écoutent, vous avez le besoin d'avoir un bon mindset, de vous motiver, de vous pousser à l'action, il y a les 3 livres que j'ai cités au début du podcast, ces 3 livres-là. Ensuite, il y a un livre en termes de marketing. Alors, principalement, si vous voulez lancer une application, un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Hooked. Alors, ça s'écrit Hooked, qui parle un petit peu de toutes ces applications, hein, qui nous rendent accros, hein. On en sait quelque chose, hein, tous les réseaux sociaux, les notifications que l'on reçoit, ben, tout ça est calculé, hein, pour nous pousser à rester dessus. Et donc, ça traite un petit peu de cette thématique-là. Donc, si vous lancez une application, très intéressant de lire ce livre-là. Ensuite, oui, il y en a d'autres. Alors, il y en a tellement, j'en ai lu beaucoup pendant le confinement, évidemment. Alors, pour la startup, il y a le Lean Startup. Donc, ça qui est très intéressant, comme je l'ai dit. Quand on a une idée, ben, il ne faut pas payer un développeur pour faire l'application. Il ne faut pas lancer une production quand on a directement l'idée. Il faut la tester. Et donc, il faut dépenser le moins d'argent et le moins de temps possible avant de tester l'idée. Et donc, pour ça, il y a le Lean Startup, qui est vraiment une méthodologie à ce niveau-là. Mhm. Il y a aussi donc, il y a la Bible, hein, de Startup. Ça s'appelle le Manuel du créateur de Startup, qui est un gros livre qui traite un petit peu de toutes les thématiques. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ok, excellent, excellent. Un dernier mot à rajouter? Où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre donc sur les réseaux sociaux. Donc vous tapez trust.fit, que ce soit sur Facebook, Instagram, donc sur le site internet également. Je suis aussi présent sur LinkedIn, hein, donc Nicolas Pascucci, vous allez me trouver. Voilà, vous pouvez me contacter là-dessus. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et si jamais ça peut vous intéresser aussi, les coachs sportifs, que ce soit pour l'utilisation chez vos clients, ou si vous voulez être un petit peu le commercial et pouvoir le vendre, ben, contactez-moi et puis comme ça on en discute.
Excellent. Bon, ben merci en tout cas. C'était hyper enrichissant une nouvelle fois. Merci de ton partage. Et puis, moi, je te souhaite plein de belles choses. Et puis, si tu vas sur Paris ou dans des salons liés au fitness, on aura l'occasion peut-être de se voir. Voilà. Avec grand plaisir. Ouais. Merci en tout cas. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles, un petit commentaire. Ça permet justement à l'algorithme du podcast d'être en avant. En tout cas, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel interview. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.